Bonjour tout le monde! On est en direct avec Florent Ducourtil, éducateur canin chien bleu à Lyon Ouais. et dans l'animalerie Jack et Dolly à Lyon. Donc Florent, Oui. ce soir, tu vas nous parler de l'histoire de la domestication Des chiens, des chiens. tout à fait, ouais, ouais. C'est un gros sujet donc contrairement à la conférence qu'on avait fait il y a quelques semaines, là on va rentrer sur un sujet qui est complexe, qui est vaste et qui est assez scientifique. Donc ce soir, ça va être une conférence qui va être, comment dire? Assez intense. Donc voilà, il va avoir pas mal de on va avoir pas mal de sujets. Donc le but de ce soir, ça va être de brosser un portrait un peu général de ce qui se passe dans ce sujet-là. Du coup, on va si jamais il y a des biologistes et des zoologistes dans le lot, excusez-moi pour les raccourcis que je vais faire, mais voilà, l'idée, c'est que ça dure pas 3 heures non plus. Voilà, et l'idée, c'est de vous faire comprendre un petit peu comment ça s'est passé. Est-ce qu'ils voient bien tous, du coup, la présentation PowerPoint? Non, pour l'instant, non. Ah, alors ouais, ce serait avant qu'on commence, ce serait bien de la mettre comme ça, ils auront le support visuel, ce qui est important. Alors, ouvrir le tableau de bord, gestion en direct, mais pas cette fonctionnalité. Top chat. Alors, ça c'est le son. Modifier vos commentaires, le tableau de développer, voir le tableau de bord. Mais je pense qu'il faut qu'on commence là parce que le temps que j'y arrive. OK. Alors on va commencer déjà le sommaire du coup, c'est pour ça, il y a pas trop besoin de support visuel. Donc ce soir donc, on va faire une brève histoire de la domestication des chiens. On va voir ça, donc sur 3 points différents. Le premier point, le grand 1, ça sera donc on va traiter du loup, qui est l'ancêtre du chien puisque c'est de lui que tout part. Donc on verra dans un premier temps qu'est-ce que c'est qu'un loup, ensuite, ses aptitudes, sa morphologie. On verra son cheminement dans la préhistoire du coup, ce qui l'a amené jusqu'à nous. Dans un grand 2, on verra les différents scénarios de la domestication. Une fois qu'on s'est rencontré avec le loup, qu'est-ce qui se passe? Voilà, comment on interagit? Ça va être l'objectif de cette partie-là. On verra les différentes approches, et puis les bénéfices de cette domestication, qu'est-ce que ça nous apporte? Et en grand 3, et ben, on va voir la création et l'évolution des grands groupes de chiens et voir comment ça évolue, comment on a les chiens qu'on a aujourd'hui. Voilà. Donc du coup, on va commencer tout de suite par le grand 1. Donc on va commencer par le loup, qui est l'ancêtre du chien. Alors, hop, dans un premier temps, on va parler de la taxonomie, donc c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un loup? Donc c'est un être vivant qui fait partie du règne animal, il fait partie des vertébrés, c'est un mammifère, il appartient à l'ordre des carnivores, au sous-ordre des caniformes. Il fait partie de la famille des canidés, son espèce c'est Canis lupus, sa sous-espèce c'est Canis lupus lupus, ou suivant le loup auquel vous pensez, si c'est un loup arctique, ça sera Canis lupus arctos, et cetera. Il y a différentes sous-espèces de loups aujourd'hui, dans le monde. Et celle qui nous intéresse plus particulièrement, Canis lupus familiaris, qui est notre chien domestique. Hop. Donc, aptitude et morphologie du loup. Alors, est-ce que là, on a le support visuel ou pas? Dis-moi, Non, Fabrice, toujours j'arrive pas? pas à l'avoir. Parce que là, ce serait pas mal quand même de l'avoir du coup, parce que s'ils voient pas ce que je leur dis, ça va être compliqué. Le loup, l'ancêtre du loup, taxonomie. OK. Mmh. Aptitude et morphologie, c'est la slide d'après. Donc en gros, voilà, l'idée, avec sur cette slide-là, c'est de voir à quoi ressemble un loup. Donc c'est un canidé à 4 pattes, à longues oreilles, avec un grand nez, qui a donc qui a des yeux en général qui oscillent entre le marron, le jaune et l'orange, qui a un très bon sens de l'odorat, une musculature qui est forte et puissante et qui en fait un animal très endurant, des coussinets qui sont épais, qui lui permettent notamment de marcher sur la neige, et de pas trop s'y enfoncer, voilà. Il a des postérieurs qui sont plus longs que les antérieurs, ce qui lui permet d'avoir une vitesse de course qui est assez importante. Il a une queue assez épaisse et un pelage qui est en général assez développé. Donc il ressemble un peu à un berger allemand, Mmh. Alors c'est plutôt le berger allemand qui lui ressemble un petit peu, mais le loup, ça va être quelque chose, c'est plus grand, plus haut sur pattes, ça va être plus mince,
en proportion de sa silhouette. Voilà. Ça va être fait plus ça, c'est plus adapté au monde sauvage en règle générale. Hop. Alors, ensuite, du coup, on va parler un petit peu du loup à travers l'histoire, notamment la préhistoire. OK. Est-ce que tu arrives à l'avoir là, le visuel ou pas? Non, parce que je vois Dis-moi. que j'ai pas la changer de sélectionner un flux. J'arrive pas à voir. Je pense qu'on va essayer de changer de flux. Qu'est-ce qu'il me dit? Ouais, parce que là, il y a un moment, ça va quand même être important qu'ils voient ce que je dis. Alors, à mon avis, faut que je gère avec la caméra parce que là, j'y arrive pas. Studio, donc là, c'est pareil. OK. Il y a pas cette fonctionnalité. C'est Ah! Ah oui, ça, c'est un problème. code temporel, on n'a pas ça. Donc, je vais l'ouvrir. Alors, de quel slide tu parles? Alors, là, du coup, tu peux repasser sur la slide, du loup, Aptitude et morphologie ou pas? aptitude et morphologie, voilà, comme ça les gens voient un petit peu. Alors, je vais essayer de partager mon écran si je peux. Donc ça, je vire. Et du coup, ça me permettrait de voir ce que je vois. Alors, hop. Voilà. Sauf que ça me fait. J'arrive pas à filmer correctement. Filmer un écran. Ouais, mais ça le fait à l'envers. Ouais. Voilà. OK. Bref, donc voilà, aptitude et morphologie, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble un loup. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, queue épaisse, musculature puissante, museau long. Donc on a un animal qui est très, très adapté à son environnement. Voilà, ça c'est pour mettre tout le monde d'accord sur qu'est-ce que c'est qu'un loup. OK, on passe à la slide suivante. Donc ce qu'on va appeler le Wolf Event. Est-ce que tu es dessus avec la Oui, carte? Tu le oui. vois? Super. Donc le Wolf Event, qu'est-ce que c'est? C'est une période qui s'étend entre 1,8 million d'années, moins 1,8 million d'années et moins 45 000 ans. Autant dire que c'est long. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? En fait, ce qui va se passer, c'est que le continent américain, qui à l'époque est séparé en deux, en fait, il n'y a pas d'Amérique centrale. L'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud sont séparées. En fait, ce qui se passe à ce moment-là, le niveau des eaux mondiales baisse. Et en fait, du coup, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud vont se retrouver reliées. Et cette liaison va couper un courant océanique. Et ça va avoir pour conséquence de refroidir énormément la planète. On va donc rentrer dans une ère glaciaire. Et ça va avoir plusieurs conséquences. On va rentrer dans une ère qu'on va appeler le Pléistocène. Et du coup, ça va engendrer des mutations chez les animaux. Et on va arriver donc du coup sur une période où on va avoir des animaux qui vont grossir. Parce que quand il fait très froid, eh ben, globalement, c'est plus facile d'être gros. Parce qu'on a une meilleure inertie thermique. Donc, on va avoir des animaux qui vont grandir en taille. Si tu peux passer à la slide suivante Alors, et montrer un petit peu. donc c'est. Voilà, je suis allé trop vite. C'est Wolf Event, période qui s'étend de 1,8. Voilà, avec la carte. Et c'est la slide d'après. Alors, moi j'en ai plusieurs. J'ai 4 animaux. C'est celle-là. C'est celle-là. Voilà. Donc, ah oui, il y a le mammouth. Voilà. Donc en fait, on va avoir l'apparition de ce qu'on appelle à cette période, donc le Pléistocène, l'apparition de ce qu'on appelle la mégafaune. La mégafaune, en fait, ça va être des animaux qu'on connaît, hein, nous déjà, mais on va dire en plus viril, quoi. En plus costaud. Donc le mammouth, c'est un éléphant et demi, c'est pas mal. On va avoir le mégalocéros, qui est cette espèce de très grand cerf, 2,5 mètres au garrot pour 4 mètres d'envergure sur les bois, hein, ça passe pas les portes. Le rhinocéros laineux, donc un rhinocéros mais avec des poils. Et on va avoir aussi, c'est des exemples, hein, notamment donc, le tigre à dents de sabre, nom scientifique Smilodon fatalis, donc autant vous dire, c'est costaud. Donc voilà, des très gros prédateurs, très imposants avec des très grosses proies. Donc voilà l'ère où un petit peu on est. Et alors au milieu de tout ça, il y a un petit canidé qui va faire son chemin. Tu peux passer à la slide suivante. Ouais. Voilà, qui s'appelle Canis etruscus. Voilà. Canis etruscus, c'est lui l'ancêtre du loup. Donc c'est pas encore Canis lupus, il est un petit peu plus petit, un petit peu plus efflanqué. Et en fait, lui, il est originaire d'Amérique du Sud.
Et du coup, avec ce pont qui s'est révélé entre l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord, il va en profiter pour remonter. Donc il va remonter de l'Amérique du Sud vers l'Amérique du Nord. Et alors sur son chemin, tu peux passer à la slide suivante. Sur son chemin, il va croiser un congénère qui est Canis Dirus. Vous avez là une petite photo avec le comparatif. Canis Dirus, c'est ni plus ni moins que le direwolf de Game of Thrones. Les énormes loups là qui font peur. George R.R. Martin n'est pas allé les chercher au fond de son imagination. C'est un animal qui a vraiment existé. Alors après, en vrai, bon, il faisait pas 2 mètres de haut, hein, mais bon, c'est le plus gros canidé qui ait jamais existé au monde. Ça faisait plus d'1 mètre au garrot pour plus de 80 kilos. Et c'est la plus grosse mâchoire de canidé qui ait jamais existé. Voilà, c'était le canidé le plus puissant qu'on a jamais vu. Donc Canis Etruscus, il le croise sur son chemin, mais il reste pas trop. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va remonter en Amérique du Nord. Et comme à l'époque, tout est gelé, Canis Etruscus, il va, par le détroit de Bering, qui est du coup praticable à pied, il va passer en Eurasie. En fait, il va passer de l'Amérique du Nord et avec toute la glace qu'il y a, il va réussir à passer jusqu'en Eurasie. Et de l'Eurasie, eh ben, il va conquérir en fait le monde entier. C'est-à-dire qu'il va pouvoir aller se balader dans tout le continent eurasien et même dans le continent africain, donc il sera présent partout, partout, partout. Et du coup, le temps passant, cette migration passant, entre moins 800 000 ans et 1400 000 ans, Canis Etruscus se transforme et il va se transforme donc en Canis lupus. Et il va arriver à être l'animal, à ressembler à l'animal qu'on connaît aujourd'hui, Canis lupus. Et il faut bien comprendre que ce Canis lupus, il évolue au milieu de ces animaux énormes qu'on a cités plus tôt, hein, le mégalocéros, le mammouth, le smilodon, etc. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, en fait, Canis lupus, il va être un chasseur très efficace. Ce qui fait que il va être en fait l'animal, le carnivore, le mammifère carnivore le plus répandu sur toute la planète. En gros, le boss du game, c'est lui. C'est-à-dire que voilà, c'est l'espèce animale qui a le plus de succès sur la planète entière, c'est lui. Voilà, Alors, dis-moi, Florent, il y a quelque oui, chose qui m'interpelle. je t'écoute. Tu nous dis que c'est entre 800 000 et 400 000 ans, Ouais, l'apparition de Canis lupus. ouais. Moi, j'avais entendu parler que le chien était domestiqué depuis 15 000 ans. C'est peut-être, Alors on y arrive, c'est autre mais chose ça, hein? oui, oui, on y arrive, D'accord. mais tu Mais vois, on n'y est pas encore. le loup existait bien avant. Bien, bien avant. Tu vois, on est entre moins 800 000 ans et moins 400 000 ans, c'est l'apparition de Canis lupus. L'idée, là, justement, c'est de retracer l'histoire pour comprendre comment on arrive au chien, mais tu vas voir, justement, on va y arriver sur ces dates-là. Donc là, Canis lupus est arrivé, et du coup, bah, c'est lui qui domine le game, il est partout, il est adapté à tous les milieux, et c'est justement parce que, contrairement à ses autres concurrents, qui eux sont des très gros animaux hyper puissants, lui, il est plus petit. Tout seul, il n'arrive pas à grand-chose, hein. Tout seul, il en vaut pas un, il tient pas, hein, tout seul contre les autres prédateurs du coin. Par contre, comme lui, il travaille en meute, et ben, contrairement aux autres, il va vraiment proliférer et comme il est pas trop gros, bah, il est plus adaptable. Donc en fait, il va arriver vraiment à s'adapter à tous les milieux parce que autant on est dans une ère glaciaire, autant, même à cette époque-là, si on descend dans le sud de l'Afrique, il va commencer à faire plus chaud. Mais même lui, en fait, il va tenir à cette température parce que bah, il est plus svelte, il est plus adaptable, plus léger, donc il est plus performant là-dessus. Et donc voilà, c'est l'espèce la mieux répandue du monde, donc c'est lui le boss de partout. Et qu'est-ce qui va se passer du coup? Entre moins 800 000 et moins 400 000, lui, il est bien tranquille dans son coin. Et qu'est-ce qui se passe? Tu peux passer à la slide suivante. Qu'est-ce qui se passe à moins 300 000 ans? Ça faisait un petit moment qu'il y avait un petit singe dans son coin qui avait commencé à se redresser, à marcher sur 2 pattes, à passer par plusieurs stades, jusqu'à arriver à être ce qu'on va appeler Homo néanderthalis. Donc ça, Qui est c'est donc vers moins 300 000. moins 300 000. Homo néanderthalis, donc Homo néanderthalis, il est là avant 300 000 ans. Mais qu'est-ce qui va se passer avec Homo néanderthalis à moins 300 000 ans? Homo néanderthalis va découvrir le feu. Alors, il faut bien comprendre déjà, Homo néanderthalis, quel que c'est. Homo néanderthalis, il est néandertal, il est à l'image des autres animaux de cette époque, c'est-à-dire que comparativement à nous, Néandertal, il est plus costaud,
il est plus résistant au froid, il est plus endurant. Voilà, c'est une bête, quoi. Vraiment, il est super costaud. Et donc, à moins 300 000, qu'est-ce qui se passe? Il découvre le feu. Et alors là, eh ben, gros avantage, le feu, 4 avantages principaux. Le premier, l'évidence, ça tient chaud. Donc, déjà, on meurt moins l'hiver, hein. Deuxièmement, et c'est le plus important, grâce au feu, on va cuire nos aliments, la viande notamment. Et du coup, on va plus assimiler les protéines de la même façon et ça va nous permettre en fait de développer notre cerveau. Donc Homo néanderthalis va changer. Il va se transformer, il va devenir plus intelligent et il y a un nouvel homme qui va faire son apparition qui est Homo sapiens. C'est nous. Alors, comment dire? Ils vont se côtoyer, hein. Néandertal et Homo sapiens vont se côtoyer. Il y aura d'ailleurs des cas d'hybridation, hein. Il y a des généticiens qui ont prouvé qu'on avait tous une petite partie de Néandertal dans notre génome. Et du coup, Homo sapiens, en fait, il est comme le loup. C'est-à-dire que comparativement à ses concurrents, comparativement à Néandertal, Homo sapiens, il est plus petit. Il est plus léger déjà. Il n'est pas forcément plus petit, mais il est plus léger, il est moins costaud, il est moins résistant au froid. Par contre, il a le cerveau bien fait et du coup, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que, il s'organise mieux et à l'image du loup, il va commencer à chasser plus efficacement parce qu'il va avoir des stratégies de groupe qui marchent mieux et aussi, grâce au feu, il va augmenter en technologie, c'est-à-dire qu'il va avoir des armes, je mets des guillemets, il va avoir des armes plus puissantes. Donc il va, à la place d'avoir des lances en os, il va commencer à travailler le silex, il va commencer à enlever la graisse des animaux pour s'en servir, pour faire des onguents, et cetera. Donc il va progresser en technologie et du coup, Homo sapiens va faire, ce qu'il sait faire, et ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il va pousser un peu tout le monde. Donc il va faire disparaître son cousin Néandertal, hein. On va doucement l'éjecter. Et ce qui va se passer, c'est que, après ces 300 000 ans, la mégafaune, elle va commencer à disparaître. Pourquoi? Il y a 2 raisons. Parce que la Terre commence à se réchauffer doucement, mais surtout parce que les gros gibiers, quand on est nombreux, c'est facile à chasser. Et comme ça fait déjà quelques centaines, de milliers d'années qu'on n'est plus nombreux, parce qu'on a le feu, eh ben, on va la chasser, la mégafaune. Et si vous avez remarqué, on est un peu court en ce moment au niveau stock de mammouth ou rhinocéros laineux, il n'y en a plus. C'est pas pour rien, c'est parce qu'on a tout pété. Voilà. Et comment ça, on a tout pété? L'homme, il s'est mis à chasser très très fort toutes ces espèces-là. Et donc les prédateurs de ces espèces, les smilodons, les ours des cavernes, les lions des montagnes, tous ces très gros prédateurs, ils vont aussi disparaître parce que nous, c'est nous qui allons des très grosses antilopes, les mégalocéros, les cerfs, on va les manger, quoi. Mais on a entendu dire que, les comment ça s'appelle? Les mammouths là, Ouais. il y a une météorite qui serait tombée sur la Terre Alors et c'est une des hypothèses. Après, aujourd'hui sur les squelettes qu'on a retrouvés de ces animaux, on a retrouvé en les fait dinosaures, énormément. voilà, Alors ça, c'est les dinosaures, ça c'était avant. Les dinosaures, c'est la météorite, ça, il y a pas de doute. Donc les d'accord. dinosaures disparaissent, il reste que des petits mammifères après les dinosaures et certains reptiles comme les crocodiles par exemple, voilà, qui vont survivre à cette atmosphère hyper pesante où il y a pas de soleil. Et à partir de ces petits mammifères, va évoluer le reste. Et donc nos très gros animaux, cette mégafaune dont on parle tout à l'heure, elle est issue de ces petits mammifères qui ont survécu à cette espèce de déluge de fin du monde qui leur est tombé sur la tronche. Mais là, la mégafaune, elle disparaît pas a priori à cause d'une météorite. Elle va disparaître parce que le climat change et parce que, et surtout parce que nous, les humains, on va commencer à chasser très fort et on va se multiplier. Et cette mégafaune, comme elle est très grosse, elle est facile à chasser. Elle est pas très rapide, et puis on la repère facilement parce que les animaux sont très gros, donc c'est relativement facile à chasser. Donc cette mégafaune va disparaître. Et nous les humains, du coup, on va se multiplier. Le loup, lui, il continue à bien se porter parce que lui, justement, de base, déjà, il n'était pas dans la mégafaune. Canisdirus, son grand cousin, le très costaud là, le très gros loup, il va disparaître. Mais Canis lupus, lui, non. Lui, sa force, c'est l'adaptabilité. Donc qu'est-ce qui va se passer? Les espèces, elles vont évoluer. Donc on va passer du mégalocéros, de cette espèce de cerf géant, à un cerf normal. Les ours des cavernes, qui sont des monstres, vont devenir des ours grizzly qu'on connaît nous, les ours normaux. Le smilodon, qui était le tigre à dents de sabre, le machin qui fait pareil, ça fait un tigre et demi, c'est genre 800 kilos de bestiole avec des dents grandes comme ça.
pareil, il va involuer quelque part. Et toutes ces espèces, elles vont devenir plus petites parce que quand on est plus petit, c'est plus facile d'échapper aux chasseurs. Donc tout ça évolue et évidemment, le changement climatique est aussi pour quelque chose, hein. Il n'y a pas que l'humain. Voilà. Les mammouths, pareil, ils vont perdre leur poil, ça va devenir des éléphants, ils vont être plus petits, et cetera, et cetera. Donc voilà, là, donc on arrive sur la fin du coup du Pléistocène avec cette mégafaune qui disparaît. Hop. Donc, tu peux passer à la slide suivante. On a donc à ce moment-là une famille de canidés qui est Alors, dans la famille des canidés, on a les chacals. voilà. Donc, on a une famille de canidés donc, qui était déjà là. On a Canis lupus, donc, qui est le plus successful d'entre eux, qui est partout. Et à côté, donc, on a des chacals, des coyotes. Loup de l'Est, ça, celui-là, il est plus actuel. Canis lycaon, les loups rouges qu'on va retrouver plus au sud. Et enfin, le Canis lupus va évoluer en Canis lupus lupus, ou en les différentes sous-espèces. Canis lupus lycaon, qui est le loup d'Amérique. Canis lupus arcos, qui est le loup arctique. Voilà. Ensuite, on a différents. Voilà. Mais ça, c'est des sous-espèces de loups qu'on a aujourd'hui. C'est pas les loups, c'est pas exactement les loups qu'il y avait à l'époque. Ok, donc voilà l'état du loup à cette époque-là. Donc le loup, lui, il va encore bien, mais nous, on est là et on commence à prendre la place. Et donc, on va rentrer, entre guillemets, en confrontation un petit peu avec lui. Alors, avant de voir les scénarios qui vont nous amener à rentrer en contact, on va voir déjà les dates. On va voir déjà les dates de la chronologie de la domestication, qu'on ait des repères dans le temps. Il y a une première hypothèse qui est faite pas par n'importe qui d'ailleurs, hein, par monsieur Charles Darwin, qui se dit, tu peux passer d'ailleurs à la slide suivante. Oui, mais il y a trop de texte, on ne pourra pas lire. Non, mais je vais l'expliciter, on ne va pas le lire, t'inquiète pas. Je vais l'expliciter. Donc la première hypothèse, c'est celle de Charles Darwin. Et lui, Charles Darwin, pense que la domestication se fait par hybridation. Donc il est convaincu que c'est en fait en hybridant des loups et leurs cousins, des chacals ou des coyotes, qu'on va obtenir le chien. Aujourd'hui, grâce au séquençage de l'ADN, cette théorie, elle est réfutée. Voilà. Donc aujourd'hui, on sait que c'est pas ça. Voilà. Le chien descend bien de Canis lupus. Ça, c'est sûr. Mais maintenant, quel Canis lupus? C'est ça toute la question. Je vais reprendre les dates que tu nous donnais tout à l'heure. Les premières traces, les premiers soupçons de domestication datent de moins de 35 000 ans. On retrouve la présence de traces de canidés autour des humains, et ça va être notamment chez nous, en Europe de l'Est, en France, en Belgique, notamment à la grotte Chauvet, qui est une grotte qui a ouvert ses portes il y a quelques années maintenant, et où on peut voir des traces qui datent de moins de 33 000 ans, où on voit les traces d'un petit canidé à côté des traces d'enfants. Et on voit que l'enfant évite une flaque et on voit que le canidé fait le même trajet que l'enfant, vraiment en parallèle. Donc du coup, d'après ce qu'on voit sur cette trace-là, on voit qu'a priori, l'enfant et le canidé, ils étaient en train de faire quelque chose à deux. Alors, est-ce que ça vaut domestication? On n'est pas sûr, c'est assez léger. Mais déjà, voilà, les premières traces arrivent, on est à moins 35 000 ans. À partir de moins 15 000 ans, on commence à retrouver des squelettes de canidés qui accompagnent des squelettes d'humains. Donc des humains qui ont été enterrés avec des canidés. Donc il est assez logique de présupposer qu'il y avait un lien entre les deux. Alors est-ce qu'il y avait un lien émotionnel, un lien de travail, ou est-ce qu'il y avait un lien peut-être plus mythologique où on enterrait du coup un animal sauvage avec un humain? On peut encore avoir des doutes à ce moment-là. Là où on n'a plus de doute, plus du tout, c'est à partir de moins 8000 ans. Là, la domestication, elle est avérée complètement pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on a des représentations de l'humain avec des canidés. On a des représentations d'humains qui font des choses avec des canidés. Donc on est tout à fait sûr que là, il y a domestication puisque c'est nous-mêmes qui choisissons de nous représenter avec ces animaux. La deuxième chose, c'est l'analyse des os. On va avoir des signes en fait morphologiques qui ne trompent pas, qui sont des signes de domestication. J'y reviens après, ça s'appelait de la néoténie. En fait, le squelette de l'animal, quand il est domestiqué, se modifie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le berger allemand, si tu le compares assez attentivement avec un loup, tu vas voir qu'en fait, il a beaucoup de différences avec le loup. Même si pour l'œil profane, tu vois juste un nez et des oreilles pointues. En vrai, non. En vrai, il y a des différences qui ne sont pas si subtiles que ça. Donc voilà, et ces différences-là, on va les retrouver à partir de moins 8000 ans, on est sûr. Et alors du coup, on fait même mieux, et ça c'est assez récent.
on va réussir à déterminer, grâce au progrès, notamment du séquençage de l'ADN, que, en fait, il y a eu plusieurs tentatives de domestication en même temps. Alors, il y a des chercheurs qui parlent d'intention d'espèce. C'est-à-dire qu'a priori, s'il y a différents endroits avec des peuplades qui n'avaient pas de lien entre elles, il y a de la domestication, c'est peut-être qu'il y a eu une intention d'espèce, c'est-à-dire que c'est le loup qui, collectivement, aurait décidé de venir vers l'homme. Bon, ça se défend, mais ça reste un peu étrange. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, ça s'est produit à divers lieux différents et à divers temps différents. On sait qu'il y en a eu à moins 35 000 ans, on sait qu'il y en a eu vers moins 15 000 ans, et on est tout à fait sûr qu'il y en a eu à moins 8 000 ans. Mais ce qui va se passer, c'est que autour des moins 8 000 ans, la tentative qui va avoir le plus de succès, elle se déroule en Chine. Et du coup, ces canidés donc, qui se domestiquent avec les humains en Chine, ils vont avoir tellement de succès qu'en fait, ils vont migrer jusque chez nous, jusqu'en Europe. Et du coup, en fait, la majorité, et c'est ce qu'on voit sur le petit schéma qu'il y a c'est ce qu'on voit sur le schéma qu'il y a sur la slide, c'est qu'en fait, cet animal, donc ce canidé domestiqué chinois, il va en fait migrer jusque chez nous, et en fait, c'est lui qui va engendrer les chiens actuels. Donc, les races de chiens qui viennent de Chine, elles ont une ascendance quasiment exclusive de ce loup asiatique qui s'est domestiqué en Chine, et les lignées de chiens européennes, elles vont avoir une grosse partie de ce loup chinois qui est venu chez nous et qui a pris la place des chiens qu'on avait domestiqués, mais qui aura une petite part de loup européen qu'on aura domestiqué à l'époque, puisqu'ils vont un petit peu se mélanger. Mais le loup européen qui avait commencé à se domestiquer à l'époque, il est très minoritaire comparé au loup chinois. Donc, la plupart de nos chiens, la très grande majorité de nos chiens descendent de ces loups asiatiques chinois qui ont été domestiqués donc en Chine il y a à peu près 8000 ans. Voilà, donc comme ça nous retrace bien l'origine. Maintenant, du coup, tu peux changer de slide. On passe à la deuxième partie, qui est un petit peu le cœur du sujet de ce soir, qui sont les différents scénarios de la domestication. Donc, on sait qu'on a domestiqué le loup pour en faire un chien, on a les dates. La vraie question, c'est comment et pourquoi. Et c'est deux questions qui sont vraiment très importantes, le pourquoi et le comment. Pour répondre à ces questions-là, il faut remettre du contexte. Et c'est pour ça qu'on va voir que dans cette ère donc, où l'humain, l'homo sapiens, acquiert le feu et commence à se développer fort, qu'est-ce qui se passe? Il va commencer en fait à mettre ce qu'on va appeler une pression écologique et adaptative sur le loup. C'est-à-dire que le loup, lui, quand il est passé premier, il l'a fait, mais sans perturber un écosystème. Alors que nous, on ne sait pas faire ça, nous. Hein, on est bien au courant aujourd'hui qu'on ne sait pas faire ça. Donc nous, quand on se met quelque part, on pousse tout le monde. Et donc là, en fait, c'est ce qui va se passer. Le loup, il est bien pépère partout, et nous, on arrive et on prend la place. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qui va se passer, c'est qu'à cette époque-là, l'homme et le loup, ils ont les mêmes aires de répartition. Ils habitent aux mêmes endroits. Ils chassent le même gibier. Ils ont les mêmes structures familiales, c'est-à-dire que le loup, il fonctionne en meutes, qui sont généralement des meutes parentales, donc de une ou deux familles, donc avec des parents et des enfants. Et nous, on fonctionne pareil. On se déplace par famille, une, deux, peut-être trois familles, pas plus, et on est un peuple nomade. On prend de la place, mais on se déplace. On est un peuple nomade, on suit la plupart du temps les troupeaux, les gibiers qu'on chasse. Voilà. Et du coup, comme on est de plus en plus efficace dans notre chasse, on a de plus en plus d'impact sur notre environnement, et donc le loup, soit il fait avec nous, soit il s'en va, parce qu'on est en train de lui bouffer son gibier. Okay, donc à partir de ce constat-là, il y a plusieurs théories qui émergent. La première de ces théories, c'est ce que tu peux changer de slide. Oui. C'est ce qu'on va appeler l'approche, tu peux la montrer d'ailleurs. Coopérative. L'approche coopérative. Alors celle-là, bon, elle peut paraître un peu bisounours comme ça, mais cette théorie, elle veut quoi? Elle veut que les loups, en fait, se soient rendus compte du bénéfice qu'il y aurait à chasser avec des humains. Parce qu'en fait, nous, on est très doués pour mettre à mort. On a des outils, on a des armes qui marchent très très bien. Mais là où on est moins performant, c'est sur la détection du gibier et sur la poursuite. Or, c'est là où le loup, lui, il est très très performant. Il a un très très bon odorat, il sait très très bien repérer un gibier, il court vite. Donc il sait très bien poursuivre un gibier. Voilà. Par contre, alors il est très performant en mise à mort aussi, mais il prend des risques. Quand il met à lui, il n'a pas d'arme à distance.
donc il est obligé d'aller au corps à corps quand il veut abattre un animal et donc même si on n'est plus sur les méga animaux, qu'il y avait avant, voilà, une antilope, un cerf, un élan, un rhinocéros, ça reste très, très dangereux quand on est au corps à corps. Donc le loup, il prend des risques et donc cette approche-là veut que, comme à cette époque, on avait le même mode de vie, on avait les mêmes intentions, on était très proches finalement. Même si génétiquement on est des animaux différents, on vivait vraiment de la même façon. Donc cette approche-là, elle paraît plus si capillotractée, j'ai envie de dire, parce qu'on était vraiment, voilà, on avait les mêmes habitats, on chassait les mêmes choses, donc qu'il y a eu un moment des collusions entre ces 2 groupes, entre les loups et les humains, donc à l'initiative des loups du coup, qui seraient venus, se dire: «Dis donc, eux, ils sont performants là-dessus, nous on va y aller et peut-être qu'il va nous rester des trucs après». Voilà, c'est pas si bête. Voilà, donc ça, c'est une approche. La deuxième, qui est toujours à l'initiative du loup, tu peux changer de slide, c'est l'approche opportuniste ou l'approche que j'appelle hygiéniste, qui elle, moi, me paraît, comment dire? Plus plausible, pas forcément, mais en tout cas, qui s'ancre vraiment dans un réel qu'on connaît. Cette approche opportuniste, elle veut tout simplement que comme on exerce une pression écologique forte sur le milieu, il y a un moment, le loup, ben, il est en difficulté. Donc il y a certains membres d'émeutes qui vont, soit mourir, soit peut-être se rapprocher parce que le loup est un animal social, il supporte mal la solitude et donc peut-être qu'il va, possiblement, vu que, bah, peut-être il est abandonné par son groupe, se rapprocher des humains et il va se rendre compte que, ben, autour d'un campement où il y a des humains, il y a des trucs à bouffer et nous, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'au départ, bon, sûrement qu'on n'en veut pas de cet animal. On sait qu'il est dangereux, mais on va se rendre compte que, ben, il nous est utile parce que du coup, il mange les déchets. Il va même peut-être aller parce que c'est des choses qu'on a vues encore aujourd'hui sur des peuples indigènes, il va même aller jusqu'à torcher les enfants. Parce que, bah, pour lui, c'est une nourriture comme une autre et donc en fait, il va, assurer le rôle d'éboueur dans les campements humains et nous, sans l'inviter forcément, chez nous ou dans notre lit, bon, ben, on va comprendre que peut-être c'est pratique cet aspect-là. Donc c'est une approche qui dit que voilà, la domestication aurait pu commencer comme ça avec un loup qui se rapproche de sa propre initiative des humains. Et l'homme n'a pas eu l'idée de le manger, le loup? Alors tu devances la suite. Ah. C'est justement tu peux changer de slide, c'est l'approche utilitaire. Cette approche-là, elle est un petit peu plus ancienne. Elle part d'un postulat qui était un peu plus le nôtre avant, c'est-à-dire que l'homme est maître de la nature, donc c'est lui qui est à l'initiative de la domestication. C'est pas l'animal qui vient, c'est nous qui allons vers lui. Donc dans cette approche-là, que j'appelle l'approche utilitaire, là on est plus sur une théorie où voilà, l'homme revient de la chasse et probablement qu'il a trouvé un louveteau sur son chemin. Soit il a tué la mère, soit elle s'est enfuie. Il ramène un louveteau à la maison. Et très probablement, justement, s'il ramène ce louveteau, c'est pour le manger. Bon, le problème, c'est que sur un louveteau, bon, bah, ça fait une bouchée, quoi. Il n'y a pas grand-chose à manger. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander à sa compagne, ben, d'allaiter le louveteau pour qu'il grandisse et puis que du coup, il prenne du poids. Comme ça, il y aura plus à manger après, dessus. C'est des choses qu'on observe, hein, encore aujourd'hui, encore une fois, sur les peuplades indigènes, hein, c'est des choses qui se font, sur les chiots ou sur les cochons, par exemple. Ça se fait. C'est encore des choses qui existent aujourd'hui. Donc voilà. Et l'idée, bah, c'est d'engraisser, ce futur repas. Et cette théorie voudrait que, ce faisant, l'homme se rende compte que, bah, l'animal, bah, mine de rien, il prévient quand il y a des gens qui arrivent. Bon, il commence à assurer un peu la sécurité de la maison. S'il vient avec nous à la chasse, il repère le gibier. Bon, et du coup, il se dit: «Bah, tiens, c'est utile, du coup, je le mange pas». Voilà, et voilà comment aurait commencé la domestication. Voilà. Et ensuite, la dernière approche, puisque j'en ai listé 4, c'est l'approche émotionnelle. Donc l'approche émotionnelle, elle reprend cette théorie-là, l'approche utilitaire, mais elle lui ajoute une nuance qui est de se dire que un chiot, en fait, c'est du désagrément. Beaucoup. Surtout à une époque où il faut se battre pour survivre.
ça fait du bruit, ça mange de la viande, ça pompe du lait. Bon, ça fait beaucoup d'investissement, pour quelque chose dont on n'est pas sûr d'avoir un retour vraiment, important derrière. Donc cette approche-là, elle reprend l'approche précédente et elle stipule plutôt que, en fait, il y a un lien émotionnel qui s'est créé tout de suite, enfin très rapidement. Parce que en fait, c'était trop de désagréments juste pour une fin utile. Alors, on a une question, Oui, peut-être la mettre maintenant et pas attendre, ou bien sûr, avec la fin, plaisir, bien sûr. parce que donc c'est, Ravensteer qui nous dit: «Ces différences sont-elles liées à leur changement de mode de vie et d'alimentation? Par exemple, moins de chasse en meute, des morceaux de viande que l'homme a donnés à l'animal plutôt que l'animal prélevant lui-même sur la carcasse d'une autre bête». Alors quand Donc Ravensteer parle des différences, je suppose des qu'il parle des différences morphologiques que voilà, j'ai. c'est ça. Alors, oui et non. Elles vont être surtout dues, ces différences-là, et j'y reviens juste, je vais y revenir justement. Ces différences-là, sont dues en fait surtout à la sélection qu'on va faire. Et du coup, enfin voilà, Ravensteer, tu fais bien d'en parler, parce que c'était l'item d'après qui était important, c'est cette notion de néoténie. La néoténie, c'est le fait de garder à l'âge adulte des caractéristiques juvéniles. Et en fait, c'est ce qui va caractériser les chiens et c'est ce qui fait qu'on est sûr d'avoir de la domestication. La néoténie, c'est, notamment chez les chiens, c'est des museaux qui se raccourcissent. C'est une tête qui devient plus ronde. En fait, l'animal va commencer à ressembler un petit peu à un chiot. Des oreilles possiblement qui tombent un petit peu, voilà, qui restent pas totalement droites, et cetera. Et en fait ça, ces changements morphologiques vont noter aussi un changement dans la psyché de l'animal. L'animal, en fait, va rester toute sa vie juvénile. Donc, il va garder une capacité adaptative importante. Il va être moins agressif en général. Il va être moins fuyant de l'homme. Et c'est ce qui va nous permettre de l'amener, en fait, vraiment vers nous, de le garder avec nous. C'est parce qu'il va être plus dépendant. Et c'est comme ça qu'on crée le chien à partir du loup. C'est qu'en fait, on rend un loup juvénile, éternel et adolescent. Voilà. Alors, le changement d'alimentation y est aussi un petit peu pour quelque chose, mais c'est principalement une affaire de sélection. C'est en sélectionnant à chaque fois les membres de la meute qui étaient le plus adaptés à nos dessins, c'est-à-dire qui étaient le moins dépendants, que ces différences morphologiques vont commencer à apparaître. Et cette sélection se fait comment? On garde les chiens et les autres on les veut pas? C'est ça. Donc Soit je on les garde les loups voilà, et c'est l'approche darwiniste de base, c'est que du coup, on entretient les chiens qui nous conviennent et les autres, soit ils retournent à l'état sauvage. Et du coup, comme ils ont un potentiel génétique qui ressemble à qui est ceux des loups sauvages, du coup, ils retournent, à l'état sauvage, donc ça ne se modifie pas. Et nous, comme on garde que les membres les plus dépendants de nous, au fur et à mesure, à force de les reproduire entre eux, ils deviennent de plus en plus dépendants et donc avec cette morphologie qui va changer, qui va de plus en plus ressembler à celle d'un chiot. Voilà comment se fait cette transformation de Canis lupus à Canis familiaris. Après, et on verra ça ensuite, le chien a vraiment cette capacité, il est très protéiforme en fait, il va pouvoir prendre n'importe quelle dimension et cetera. On verra ça plus tard dans la sélection. C'est un de ses gros avantages, c'est qu'il est hyper adaptable et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, si on prend un chien de 45 kilogrammes au Fenrir par exemple, et qu'on le compare avec un loup, on va trouver des différences morphologiques. Par exemple, si on compare les 2 crânes, on verra qu'à poids égal donc, hein, le crâne du chien est plus petit, le cerveau du chien est plus petit, le museau proportionnellement est beaucoup moins long, les crocs sont moins développés, les crocs sont plus petits. Voilà. Parce que l'animal n'est plus un animal sauvage, donc il a des capacités cognitives qui vont s'orienter plutôt vers l'interaction plutôt que le fait d'agir tout seul. Donc voilà. C'est toutes ces différences-là qui vont vraiment signaler ce passage entre l'animal sauvage et l'animal domestique. Donc voilà pour les différentes approches. Du coup, les différents scénarios. Alors, je les résume ce soir, il y a beaucoup de variantes, mais voilà en gros les approches principales qu'on peut faire. Je t'écoute. du coup Ravensteer nous dit: «Du coup l'homme va commencer dès le départ à faire des sélections esthétiques en parallèle de Pas la du tout. Non, il non, va pas. de la sélection utilitaire». Alors, justement, non, très bonne question. À l'époque, l'humain, je pense, enfin,
je pense pas qu'ils se rendent compte du changement. Parce que là, On n'y est pas encore. on parle d'évolution d'espèces, donc on est sur des temps qui sont pas le temps de l'humain, hein. On parle de centaines, voire de milliers d'années, hein. C'est des changements qui vont s'opérer. Alors, chez le chien, c'est assez rapide, mais l'évolution des espèces, elle se fait sur plusieurs milliers d'années. Donc non, l'humain va sélectionner uniquement sur des critères utilitaires. Après, il faut bien noter, comme le dit la dernière approche, qu'il y a un facteur émotionnel quand même. Il y a quand même un facteur émotionnel dès le départ entre l'humain et le chien. Donc, il y a aussi potentiellement des critères qui ne sont pas que utiles, c'est-à-dire qu'on va sélectionner aussi les animaux qui ont plaisir à rester avec nous et avec lesquels nous, on a plaisir à rester. Voilà, il faut bien se dire ça. Maintenant, le dernier opus de cette deuxième partie, c'est, comme j'ai dit au départ, les deux questions, c'était le pourquoi et le comment. On a vu le pourquoi du loup. Pourquoi le loup, il aurait pu venir vers nous? Parce qu'on met de la pression sur l'écologie et qu'il est obligé de s'adapter. Il est obligé de s'adapter à un environnement où l'homme est plus présent. Et c'est pour ça que potentiellement, il va vouloir se rapprocher, ou il va accepter en tout cas un rapprochement. On a vu donc le comment à travers les différents scénarios. Maintenant, il faut qu'on voit le pourquoi de l'homme. Pourquoi l'homme, il domestique le chien? À quoi ça lui sert? Il pourrait simplement le chasser, le manger ou le tuer comme il a fait avec les autres espèces. Or, c'est pas ce qu'il fait. Ben, en fait, il y a des bénéfices à cette domestication. Donc, comme j'ai dit, il y a sûrement un bénéfice émotionnel. Il y a un bénéfice à la chasse. Ça, c'est évident. Que le chien va nous aider à chasser. Et il y a sûrement aussi, surtout à cette époque-là où on est sur la fin d'une ère glaciaire, un bénéfice sûrement parce qu'un chien, ça tient chaud la nuit. Mais qu'est-ce que ça va vraiment nous apporter? À partir du moment où on commence à domestiquer ces animaux, eh ben, on va pas le faire que sur le chien domestiqué. On va le faire notamment sur le bouquetin, sur le roc, le roc à l'époque, c'est une très très grosse vache, très puissante, avec des cornes énormes comme ça, toute pleine de testostérone, vraiment bien énervée. Bon, bah nous, on va faire un peu ce qu'on a fait avec le chien, avec le roc, c'est-à-dire qu'on va prendre des petits, et puis on va sélectionner les aurochs les moins agressifs, voilà, ceux qui ont moins tendance à s'échapper, les moins énervés, quoi. Et bah du coup, il va se produire la même chose avec le roc qu'avec le chien, c'est-à-dire que l'animal va se réduire en taille, les cornes vont rétrécir, le niveau de testostérone va baisser, l'agressivité va se réduire, et petit à petit, on va commencer à créer les premiers bovins, les premières vaches. Et donc, en fait, le chien, il va nous aider à ça. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Donc, il nous aide à la chasse, il améliore l'hygiène, ça on l'a vu. Donc, tout ça, c'est des choses qui nous aident à se développer. Et surtout, il va nous permettre donc de domestiquer le bétail. Et comme on aime bien expérimenter à cette époque-là, on commence aussi à expérimenter avec les plantes. Donc, on va commencer à développer une forme d'agriculture. Sauf que c'est bien d'avoir des troupeaux, c'est bien d'avoir des champs. Mais si à la première nuit qui arrive, il y a une bande de prédateurs qui arrive et qui nous zigouille notre troupeau, et qu'il y a une bande de chèvres qui passe dans le coin et qui nous zigouille nos plantations, ben, on a beau faire des efforts pour domestiquer des espèces végétales et des espèces animales, elles ne feront pas long feu. Donc en fait, grâce aux chiens, on va sécuriser nos troupeaux et on va sécuriser nos plantations. Et c'est ça qui va faire qu'on va définitivement réussir. Et c'est ce qu'on voit dans je ne sais pas si tu l'as passé du coup la slide, les bénéfices de la domestication du chien. Et donc du coup, c'est mine de rien, c'est en fait c'est grâce aux chiens qu'on va développer l'agriculture et qu'on va développer l'élevage. Donc le chien en fait n'est ni plus ni moins que le père de la société moderne. On n'aurait pas eu des chiens, il n'y aurait pas de banque, il n'y aurait pas de voiture, il n'y aurait pas d'avion, il n'y aurait pas de ville. Ce sera arrivé plus tard. Bah, sans lui, en fait, on ne pouvait pas. On n'avait pas les moyens à l'époque de sécuriser on n'avait pas les moyens ni de sécuriser nos cultures, ni de sécuriser nos troupeaux, tout simplement. Et donc, c'est grâce à lui que du coup, on va s'établir et c'est grâce à lui qu'on devient sédentaire. Donc, notre mode de vie change. Jusque-là, on était des nomades, on suivait les troupeaux, on se déplaçait sur notre territoire. C'est pour ça qu'on était très en communion, très en accointance avec le loup, parce qu'on avait le même mode de vie. Et à partir de là, on change, on devient sédentaire, on s'établit, on commence à construire en dur, on a des cultures, on développe une culture, mais pas végétale cette fois, une culture en tant que société, etc. Et donc, c'est grâce à lui
qu'on a aujourd'hui, la société moderne qu'on a, parce qu'on a pu sécuriser et finir de domestiquer nos troupeaux et finir de domestiquer les plantes. Donc voilà comment, en partant de Canis etruscus il y a 2 millions d'années, on arrive aujourd'hui à des chiens qui nous ont permis de développer la société qu'on a. Parce que c'est lui, le premier animal. Alors, il y a le cheval, hein, il a été pour beaucoup dans le développement de l'humain, mais on n'aurait jamais eu le cheval si on n'avait pas eu le chien. Voilà. Donc, c'est le chien qui nous a permis de construire les sociétés actuelles qu'on connaît. Et oui, ça va loin. Et ça va très très loin. Et c'est pour ça que ce sujet, il est très intéressant, il est très profond. C'est parce que le chien a eu un impact sur nos sociétés qui est absolument incroyable. Voilà. Et donc ensuite, maintenant qu'on a domestiqué, qu'on sort petit à petit grâce à l'agriculture et grâce à l'élevage de la préhistoire, on va voir en grand 3 l'évolution et la création des grands groupes de chiens. Tu peux passer à la slide suivante. C'est fait. Super. Voilà, donc, alors, je pense à la slide, donc plasticité, génétique et spécialisation. Oui. Super. Donc, ces 2 notions qui sont très importantes à comprendre pour comprendre comment ont évolué les chiens. Qu'est-ce que la plasticité génétique ou la plasticité phénotypique? C'est la capacité d'un individu ou d'une espèce à manifester un phénotype très différent avec le même génome. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, entre un bichon maltais et un berger allemand, on a un génome qui est 99,9999999% identique. Et pourtant, on n'est pas du tout sur la même bestiole. Et la plasticité génétique, c'est ça, c'est qu'en fait, on a des gènes qui nous permettent une expression phénotypique très diverse. Okay, donc ça, c'est le propre du chien. Il n'y a pas beaucoup d'espèces animales qui ont une plasticité génétique aussi importante que lui. Donc, ça, c'est sa grande capacité. Ensuite, on va avoir la notion de spécialisation. L'homme, donc au fur et à mesure, il va comprendre que le chien peut servir à plusieurs choses. Si on prend les chiens qu'on appelle aujourd'hui les chiens primitifs ou les chiens nordiques, tout ce qui va être ski, samoyède, etc. Donc cela, c'est ce qui va se rapprocher le plus du chien de cette époque-là, du chien du néolithique, c'est-à-dire du chien qui est là un petit peu avant l'Antiquité, un peu avant l'Empire romain, un peu avant l'Égypte, et qui sont encore des chiens qu'on retrouve aujourd'hui, un peu dans leur jus, entre guillemets, dans les peuplades qu'on retrouve encore, les éleveurs de rennes, notamment en Sibérie, etc. C'est des chiens qu'on a encore la chance d'avoir aujourd'hui, qui ont très très peu évolué. Et donc ces chiens, ils ont cette caractéristique qu'ils sont très très performants à la chasse. Ils sont très performants physiquement, mais le samoyède, par exemple, c'est notamment un chien qui va conduire des troupeaux. On dirait pas comme ça, mais c'est un chien qui fait de la conduite de troupeau. On a des gros malamutes qui vont défendre. Alors, j'extrapole un peu, parce qu'à l'époque, c'est pas tout à fait le malamute, mais on va avoir des versions de ces chiens-là plus costauds, plus grosses, qui vont commencer à défendre les habitations. Donc, on a là nos prémices de chiens de garde, vraiment. Voilà. Et donc, ça, en fait, ces choses-là, ça va être, tu peux passer à la slide suivante, ça va être les grandes fonctions qu'on va attribuer aux chiens. Et ça va être ces grandes attributions, ça va être ces 4 choses-là, la chasse, la garde, la conduite du troupeau et la compagnie. Okay, parce que, alors, ces chiens, pour l'instant, on n'a pas encore des chiens faits exprès pour la compagnie, mais la plupart des chiens remplissent aussi le rôle de compagnie. C'est-à-dire qu'ils nous donnent une présence émotionnelle qui nous fait du bien, qui nous rassure, etc. Voilà. Là, par exemple, alors l'image n'est pas très très grande, hein, mais on peut voir sur la première image de la slide un chien nordique qui est en train de chasser du sanglier. Parce que la plupart des chiens nordiques, on n'a pas forcément, on se dit toujours qu'un husky, par exemple, c'est un chien de traîneau. Certes, ça tire des traîneaux, mais la raison pour laquelle ça tire fort, c'est que ça cherche des trucs à manger. Hein, donc c'est parce que c'est des chiens qui ont des volontés d'aller trouver quelque chose. Donc tous les nordiques, tous les chiens du groupe 5, dits primitifs, ont tous des instincts de chasse très très prononcés. Parce que c'est la base, c'est pour ça qu'on utilisait le chien au début. Donc dans l'Antiquité, de la préhistoire à l'Antiquité, donc quand on passe justement de cette version de nous-mêmes où on est encore chasseur-cueilleur, comme le chien, hein, comme le loup d'ailleurs, le loup est chasseur-cueilleur, parce que je rappelle que le loup n'est pas un carnivore strict, ça lui arrive de temps en temps de manger des fruits. Donc quand nous on était chasseur-cueilleur, le loup il était chasseur-cueilleur.
hein, bah, même s'ils cueillaient pas beaucoup, hein. Beaucoup plus chasseurs que cueilleurs, mais voilà. Donc, à l'époque, on va utiliser les chiens pour la chasse. Donc, ce qui va nous amener de la préhistoire à l'Antiquité, c'est ces rôles-là que va remplir le chien. Donc, il va nous aider à chasser, il va nous aider à garder nos propriétés, enfin notre village, voilà, qui commence à se développer. Il va, quand on va avoir des bovins, quand on va avoir des troupeaux de bétail, il va commencer à nous aider à les conduire, c'est-à-dire qu'il va pas faire que les protéger, il va commencer à nous aider à les orienter. On s'aperçoit assez vite que ces chiens-là, le chien est plus efficace en général que l'humain pour guider un troupeau. Là où il faut 10 humains pour gérer un troupeau, il faut un chien. Donc c'est bien pratique. Et puis mine de rien, il va nous tenir compagnie dans nos huttes, dans nos tipis, voilà, je cherche le nom de l'habitat mongol, je l'ai oublié. Yourte. La yourte, voilà, dans nos yourtes, il va nous tenir compagnie dans ces endroits. Donc ça, c'est les 4 rôles primordiaux du chien, ça nous amène de la préhistoire à l'Antiquité. Ensuite, tu peux changer de slide. On va passer de l'Antiquité au Moyen-Âge. Et alors là, à partir de l'Antiquité, le chien va avoir un nouveau métier qui n'est pas dans les 4, ça va être la guerre. Et là, on va commencer à développer des chiens lourds, très gros, parce qu'à l'époque, on est encore sur un niveau de technologie où on a des batailles bien rangées, où les adversaires, ils ne sont pas toujours équipés en armure complète. Et donc, ça va nous arranger d'avoir des chiens, en fait, très costauds qui vont aller défoncer les lignes ennemies. En fait, ils vont servir de bélier, tout simplement, pour aller perturber les formations adverses. Ils ne sont pas là pour survivre très longtemps, hein. Ça ne nous intéresse pas beaucoup. Mais ça, on ne l'apprend pas trop à l'école, hein. Bah non, parce que On c'est nous pas le dit très pas, rigolo, ça. mais si tu filmes la slide, tu verras que j'ai mis plusieurs illustrations d'époque et où en fait, c'est Rome, hein. Rome est très réputé pour ses molosses de combat, dont il nous reste un ressortissant aujourd'hui qui est le matin napolitain. Alors le matin napolitain, aujourd'hui, il est incapable de faire la guerre, hein. Il fait 20 mètres, il est crevé. Mais lui, en gros, c'est la réminiscence de ces chiens-là, donc les gros molosses romains. Donc Rome va s'étendre jusqu'en Eurasie. Et en Eurasie, en fait, va rencontrer des gros molosses, notamment le matin du Tibet, qui est un peu le père. Le matin du Tibet, c'est le père de tous les molosses. Et ils vont ramener ces chiens-là. Ces chiens-là, au fur et à mesure des années, vont se modifier et vont nous donner ces espèces de très gros chiens qui vont avoir pour mission soit de garder des propriétés, soit d'aller défoncer les lignes ennemies parce qu'ils sont très puissants et très costauds. L'Empire romain va s'exporter jusqu'en Angleterre. Les Anglais garderont une version de ce molosse romain et ça deviendra le mastif anglais. Très grosse bête. Donc voilà. Donc, de l'Antiquité au Moyen-Âge, le chien va devenir un outil pour la guerre. Il va garder donc toutes ces autres spécificités qu'on a parlé avant, mais il va avoir un nouveau métier, c'est celui de guerrier. Ensuite, et on va même l'équiper. Voilà, on va l'équiper, c'est ce qu'on voit sur les photos, donc ce ne sera pas tout le temps le cas, hein, mais on va lui donner une armure pour qu'il tienne un peu plus longtemps, voilà. On voit, il y a un moment, il y a même des équipements avec des espèces de très gros pics comme ça qui lui permettent vraiment d'enfoncer les lignes, qui causent plus de dégâts. C'est une pratique qui va rester, notamment chez les Espagnols. Les Espagnols auront des chiens qui font des ravages, vraiment des massacres chez les populations aztèques, incas en Amérique du Sud quand ils vont débarquer là-bas. Les pauvres autochtones, ils vont avoir très peur des chevaux parce qu'ils n'en ont jamais vu. Ils auront aussi très peur des chiens parce que les chiens qu'ils ont eux, c'est en général des plus petits modèles. Et là, ils vont arriver avec des molosses qui leur foncent dessus et ils vont se faire massacrer. Ils vont se faire massacrer par les chiens espagnols. Bref. Mais de toute façon, les conquistadors espagnols, ce n'étaient pas des gens foncièrement sympathiques, déjà de base. Voilà. Donc ensuite, on va passer du Moyen-Âge à l'époque moderne. Alors au Moyen-Âge, le chien va garder cette fonctionnalité de chasse. Il va commencer un petit peu à se spécialiser. On va avoir soit des chiens on va avoir plusieurs types de chiens de chasse. On va avoir des chiens de chasse aux lièvres, notamment avec les lévriers. On va avoir des chiens courants et puis on va avoir aussi des espèces de gros molosses de chasse. Les molosses de chasse vont disparaître après. C'est parce que là, on pratiquera. J'allais te demander, ce sont lesquels? Alors voilà, les molosses de chasse, ils vont disparaître, j'y reviendrai un petit peu après. Ils vont disparaître après le Moyen-Âge parce qu'en fait, on va changer notre façon de chasser, en tout cas en Europe. Et donc, du coup, on n'utilisera plus ces gros chiens. Pour aller choper du gros gibier, on préférerait utiliser plus de petits chiens. Voilà. Mais ce qui va être très marquant au Moyen-Âge, en fait, c'est que le chien va commencer à devenir un marqueur social.
Donc, à partir du Moyen-Âge, la société commence vraiment à s'organiser. On va avoir des strates. Au Moyen-Âge, on va avoir notamment des très, très grosses disparités entre des seigneurs et des serfs qui crèvent dans la boue tout seuls, quoi. Et notamment, le lévrier va devenir un peu le symbole de ça, dans le sens où le lévrier, ce sera vraiment le chien de l'aristocratie. On aura notamment chez les Italiens des lévriers qui se rapprochent vraiment très fort du chien de compagnie parce qu'on les fera plus chasser grand-chose. Ils sont vraiment plus là pour tenir compagnie ou pour vraiment chasser du petit gibier, des rats ou des choses comme ça. Et après, c'est là que vont commencer à exister les grands équipages de vénerie, et cetera. Voilà. Il y a un naturaliste qui, à la fin du Moyen-Âge, qui s'appelait Buffon, qui a commencé à faire un grand registre un petit peu. C'est les premiers écrits en fait sur les chiens et sur la sélection des chiens. Ça commence, voilà, chez ce naturaliste qui s'appelait Buffon. Donc voilà. Et le point marquant au Moyen-Âge, c'est vraiment la disparité sociale. C'est-à-dire que les paysans, eux, ils ont le droit d'avoir des chiens pour guider les troupeaux, ils ont le droit d'avoir des chiens de protection de troupeaux, mais ils n'ont pas le droit d'avoir des grands et beaux chiens de chasse comme les seigneurs. Donc le chien commence à devenir un marqueur social. Du coup, après, on passe de l'époque moderne à nos jours. Donc, en passant donc, du Moyen-Âge à l'époque moderne, on va continuer à spécialiser nos chiens. Les premières formes de races vont apparaître. Hein. Et du coup, on arrive comme ça à l'époque moderne, c'est-à-dire 1900, où le chien va osciller entre plusieurs choses, entre un statut où il va encore garder un petit peu le statut qu'il avait au Moyen-Âge, parce qu'au Moyen-Âge, c'était quand même une bête noire. S'il y a certains chiens comme le lévrier qui sont anoblis, le chien au Moyen-Âge sera plutôt un symbole de saleté. Enfin, si on regarde dans le langage, toutes les expressions argotiques qu'on associe au cochon, on a les mêmes avec le chien. C'est pas pour rien, c'est parce que c'est des animaux qu'on mettait un peu ensemble. C'est-à-dire c'était un peu représentant de ce qui est pas beau, de ce qui, de la saleté, etc. Bref. Du contraire de l'hygiène, tout ça. Bon, après, de toute façon, les notions d'hygiène au Moyen-Âge, c'était quand même déjà assez fluctuant. Bref, voilà. Et donc, en passant du coup du Moyen-Âge jusqu'à l'époque moderne, donc en passant par la Renaissance, là, la spécialisation des chiens va commencer, les premières races vont commencer doucement à apparaître. Donc, on va se rendre compte vraiment qu'en multipliant les croisements, on peut encore pousser cette spécialisation du chien pour le rendre encore plus performant dans un rôle spécifique. Et ce qui va se passer, c'est qu'en passant de l'époque moderne à nos jours, on va carrément avoir, et c'est ce que j'ai mis sur le slide, des organismes qui vont s'occuper en fait de classifier, vraiment, de mettre sur papier. Et c'est là que les standards de race vont commencer à exister. Donc, comme j'ai dit, il y avait déjà des traités, il y avait déjà des traités alors ça s'appelle pas comme ça à l'époque, mais de zoologie, où on parlait des lignées. Ça a commencé doucement au Moyen-Âge, il y en a eu beaucoup plus à la Renaissance, et ça a vraiment pris son essor, notamment chez les Anglais, ensuite, entre la Renaissance et l'époque moderne. Et ensuite, ce système, du coup, au XXe siècle, s'est généralisé. Voilà. La Fédération cynologique internationale a été créée en 1911. La Société centrale canine, c'est-à-dire l'organisme qui gère, ça s'est créé, voilà, c'était début donc 1881, juste avant voilà, c'était fin 19e. Donc là, voilà, on commence à mettre par écrit et on commence vraiment à classifier les chiens. Et pour en arriver aujourd'hui, du coup, dernière slide, à notre époque moderne, où on a vraiment une classification officielle et une hyper spécialisation des chiens. Donc, c'est là qu'on va se retrouver avec nos 10 groupes de chiens. On va avoir nos chiens de berger, donc en groupe 1, en groupe 2, nos molosses, les gros chiens qui vont se découper en général en 2 types. Les molosses de type dog qui sont vraiment les descendants de ces gros chiens de guerre, et on va avoir plutôt les molosses typés montagne qui vont plutôt être sur cette optique vraiment plus de protection de troupeau, c'est-à-dire on va être plus sur un chien qui va être plus performant en milieu accidenté, donc qui va garder un certain niveau physique. Ensuite, on va avoir en groupe 3 les terriers, les chiens qui sont faits pour aller chercher les animaux dans les terriers, les teckels, à peu près même mission. Le groupe 5, les chiens primitifs, donc ceux-là, c'est ceux qui sont un peu restés dans leur jus depuis l'Antiquité et la préhistoire, c'est-à-dire qu'eux, ils n'ont pas beaucoup évolué, ils sont restés un peu intouchés là-dessus. En groupe, groupe 6, les chiens courants, chiens de recherche au sang, c'est les chiens dont je parlais tout à l'heure, les grands équipages, où on va retrouver dedans le dalmatien,
le beagle, voilà, le Saint-Hubert, qui est la truffe la plus performante du monde canin. Ensuite, on va retrouver toujours dans la chasse donc les chiens d'arrêt. Là, on va être sur des chiens donc, qui sont vraiment spécifiques à une pratique de la chasse, c'est-à-dire qu'on veut qu'ils nous montrent le gibier par une position physique très spécifique, c'est ça leur mission. Hein. Donc ils marquent, on appelle ça marquer l'arrêt. Donc on l'a déjà vu, hein, ceux qui ont vu n'importe quel dessin animé, plutôt qui se figent comme ça, c'est ça un arrêt. Voilà. Ensuite, groupe 8, les chiens rapporteurs du gibier, les chiens leveurs, les chiens d'eau, Golden Retriever, Labrador, etc. Donc les chiens qui vont rapporter le gibier. Groupe 9, un des plus récents, les chiens d'agrément, les chiens de compagnie, donc nos chihuahuas, nos bichons, nos shih tzus, etc. Et le dernier groupe, le groupe 10, les lévriers. Alors, il est bien entendu qu'il y a plein d'autres races hein, qui ne sont pas encore reconnues, ou des races qui sont reconnues mais qui ne sont pas encore classées. Et mine de rien, même si, vous voyez, on a fait 10 groupes comme ça de chiens, on retrouve finalement les choses que je vous ai dit au départ, quand je vous ai dit à l'Antiquité, il y a 4 missions, c'est la chasse, la garde, la conduite de troupeau et la compagnie. Là, on voit bien que groupe 10, c'est la chasse, groupe 8, c'est la chasse, groupe 7, c'est la chasse, groupe 6, c'est la chasse, groupe 5, c'est la chasse, groupe 4, c'est la chasse, groupe 3, c'est la chasse. Donc, grosse prépondérance de la chasse, donc ça reste. Groupe 2, la garde, groupe 1, conduite de troupeau, voilà. Et groupe 9, compagnie, spécialisé du coup dans la compagnie, parce que tous les chiens fournissent de la compagnie, mais là, on a un groupe 9 où ils font que ça. Donc voilà, on voit qu'aujourd'hui, on est arrivé au chien qu'on a aujourd'hui par tout ce cheminement, comme ça. Et où en fait, on est arrivé à spécialiser un animal parce qu'on s'est rendu compte de tout le potentiel qu'il avait génétiquement. Donc voilà comment on est arrivé du loup au chien. Et comment on arrive au chien d'aujourd'hui qui est hyper spécialisé et qui n'a plus du tout les mêmes aptitudes que ce chien de la préhistoire qu'on avait au départ. Voilà qui conclut un petit peu notre exposé d'aujourd'hui. Donc du coup, on est allé jusqu'au bout? On est allé jusqu'au bout, ouais. Alors, après, j'ai fait exprès de ne pas développer cette dernière partie, parce que si du coup ça intéresse du monde, on pourra faire des conférences spécifiques en fait sur chaque groupe de chiens, où je me ferai un plaisir de mettre en lumière quelques races de ce groupe-là, donc de parler du groupe dans son entièreté et de mettre en lumière quelques races pour illustrer un petit peu ce qui se dégage de ce groupe de chiens. Voilà. Ce qui nous fait du coup 10 belles conférences. Voilà. Alors après, il y a des chiens qui peuvent il y a peut-être des groupes qui peuvent se regrouper. Je prends le groupe 9 et le groupe 10 par exemple, ils servent pas du tout le même, objectif, mais on va dire qu'ils sont assez homogènes entre eux, du coup, on peut les faire tenir eux sur une seule conférence. Par exemple, le teckel, voilà, le teckel, lui, ils sont 3, bon, il a un groupe à lui tout seul. Donc voilà, c'est sûr que lui, il fait pas une conférence à lui tout seul, mais voilà, on pourra développer parce que notamment sur le groupe 1, sur le groupe 2, sur le groupe 7, sur le groupe 6, sur le groupe 8, sur le groupe 3, il y a énormément de choses à dire. C'est des chiens, là, on a une grosse diversité de chiens avec des profils qui sont très différents, qui évoluent dans des directions très différentes. Donc ça peut être très intéressant. Le groupe 5 également, ça peut être très intéressant de revenir plus en détail sur ces chiens-là. Et après, il y a d'autres chiens, d'autres races qui ne sont pas reconnues, Oui, il y a plein de races pas. Alors aujourd'hui, il y a plein de races pas reconnues, surtout qu'aujourd'hui, alors pour l'instant, à ma connaissance, on fait pas encore de la manipulation OGM directement sur les chiens. C'est-à-dire qu'on s'amuse pas pour l'instant, ou en tout cas rien n'est fait officiellement pour manipuler le génome du chien histoire de lui donner des caractéristiques. Parce qu'en fait, ça marche tellement bien en élevage qu'il n'y a pas tellement de raison d'aller trifouiller le génome directement. Voilà. Et je sais plus on où parlait j'allais. des races qui ne sont Voilà. pas reconnues. Et du coup, ça fait qu'aujourd'hui, on expérimente tous. Il y a des histoires de races, comme par exemple, du coup, quelque chose qui est un petit peu paradoxal, comme le chien-loup tchécoslovaque ou le chien-loup Charlos, où là, du coup, on fait l'inverse de tout ce qu'on a vu là. C'est-à-dire qu'on essaye de retourner au départ, puisqu'on remélange du chien avec du loup. Donc, on rebrousse 20 000 ans d'histoire en 2 secondes, en accouplant un chien avec un loup, pour voir ce que ça donne. Il y a 2 tentatives qui ont été reconnues, qui ont fait des races qui sont aujourd'hui reconnues par la FSAI et par la SCC, qui sont le chien-loup tchécoslovaque et le chien-loup tsarlos. Donc le chien-loup tchécoslovaque, lui, il est issu d'un programme militaire qui était en Tchécoslovaquie, donc au moment de l'URSS, où
l'URSS s'est demandé si elle ne pouvait pas améliorer ses bergers allemands avec du loup en rendant ses bergers allemands plus agiles, plus endurants, plus agressifs, avec des plus grosses dents. Enfin bref, voilà. Histoire de faire un super berger allemand. C'est un vieux rêve de l'homme moderne, ça, qui subsiste encore aujourd'hui, qui est à l'origine de plein de races qui ne sont pas encore reconnues par la FCI, où on mélange du berger allemand avec du loup. Voilà, il y a plein de tentatives là-dessus pour voir ce que ça donne. Il y en a plus ou moins qui sont couronnés de succès. En tout cas, il y en a 2 qui sont reconnus par la FCI. Le chien loup tchécoslovaque, donc, qui est issu d'un programme militaire, et le chien loup Starloz, qui est issu de Monsieur Starloz, qui était suédois, si mes souvenirs sont bons, et qui était un petit peu un original, qui avait des lions chez lui, enfin bref. Et qui a eu la même idée, qui s'est dit, tiens, qu'est-ce que ça donne si je mélange un berger allemand et un loup? Et du coup, on va dire qu'il l'a fait avec suffisamment de sérieux pour le faire reconnaître ensuite par l'AFC. Voilà. Alors, petit message en passant. En France, quand on n'a pas de certificat de capacité, il est interdit de détenir un animal sauvage, n'est-ce pas? Et le loup est considéré comme un animal sauvage encore 4 générations après l'hybridation avec le chien. C'est-à-dire que vous prenez un loup, vous l'hybridez avec un chien, là, demain, ça vous donne un petit qui est moitié loup, moitié chien, du coup, c'est un F1, c'est encore considéré comme un loup. Lui, vous le reproduisez avec un chien. Donc là, on est sur un F2. Donc là, on passe à un quart de loup. C'est toujours un loup. Donc c'est toujours interdit. Après, on passe sur un F3, 7%. C'est toujours un loup. F4, encore, là, on est à 3,5 et c'est encore un loup. Et à partir de 4 du 4e et du 5e, là, on considère que c'est plus un chien qu'un loup. Du coup, c'est plus un animal sauvage. Mais au jour d'aujourd'hui, si dans votre jardin, vous prenez un loup, vous l'hybridez avec un chien, si vous n'avez pas de certificat de capacité, vous êtes dans l'illégalité. Ça existe. Hein. Aujourd'hui, on peut en trouver sur le Darknet des gens qui font de l'élevage de loups et de chiens et qui vendent des chiens loups ou qui vendent même des loups. Ça peut exister. Mais bon, souvent, il y a beaucoup d'arnaques, etc. Enfin, bon. Mais ça, c'est des choses qui existent. C'est dans quel objet? C'est parce qu'il y a des originaux qui veulent avoir un loup chez eux. D'accord. Ce qui est une hérésie. Le loup, il n'est pas. C'est un animal sauvage. C'est un animal qui peut s'apprivoiser, mais vous referez pas chez vous 20 000 ans d'histoire comme ça, quoi. Donc il y a des entraîneurs. Alors moi, je suis entraîneur animalier, hein, donc moi j'ai l'habitude de travailler avec des animaux sauvages. J'ai pas encore eu l'occasion, malheureusement pour moi, de travailler avec des loups. Mais il y a des entraîneurs animaliers qui s'amusent, il y en a qui s'amusent à faire de la marche au pied, du assis couché avec des loups, ça, on peut y arriver. Après, ça n'a pas d'intérêt en soi. Enfin voilà, ceux qui le font, ils le font pour se faire mousser, mais ça, voilà, c'est juste pour dire, vous avez vu ce que j'arrive à faire avec un loup, ouais, bon, super. Bon, bah, on a fait des chiens, en fait, c'était peut-être pas la peine de s'embêter. Tu peux te coucher, Fanny. Eh bien, merci Florent. Voilà. C'est vrai qu'on pourrait prévoir une conférence pour parler des groupes spécifiques. Voilà, pour parler des groupes. Ouais. On peut prévoir ça. Ouais. Et est-ce que tu peux quand même nous parler de WheezyDog, le réseau social auquel tu participes? Voilà, c'est un réseau social auquel j'apporte ma contribution en tant qu'éducateur canin et en tant que créateur de contenu. Et du coup, vous retrouverez toutes les infos de nos conférences là-bas. Vous retrouverez les fiches de race que je fais qui vont vous informer sur l'histoire des races, sur quel est le propriétaire adapté à quelle race de chien, etc. Vous retrouverez aussi une communauté. Vous retrouverez des éleveurs, il y en a un petit peu, mais surtout des éducateurs prêts à répondre à vos questions. Donc voilà, si vous avez un chien, WheezyDog, the place to be. Voilà, donc là, on montre à l'écran WheezyDog. Ouais. Voilà, donc... Est-ce qu'on a des questions par le plus grand des hasards? Alors, il faudrait que je revienne là. Il n'y en avait plus de questions. Alors, il faut que je revienne, non pas là, il faut que je revienne là. Bon, non, ici. Voilà, donc, les questions. Alors, oui, on a du texte. Alors, donc, Ravensteer te remercie, il dit que c'était très intéressant et intéressé par une série de conférences sur les divers groupes et races. Donc, on est au moins 2. Je serais ravi d'en apprendre plus sur les besoins spécifiques de ces différents groupes et races, aussi pour diffuser un max le message
sur tout chien ne correspond pas à toute personne et toute famille, évidemment. Tout à fait. Ça, c'est vraiment vrai. Ouais. Oui, c'est un message très important à faire passer. Je pense qu'il a tout à fait raison de le souligner. Voilà, il faut choisir un chien en fonction De ce qu'on est capable de de lui sa vie, apporter. Voilà, voilà, de sa vie. et de ce qu'on est capable, oui, Et effectivement. voilà, message que je passe très souvent à mes clients, ne choisissez pas un chien, heu, comme prétexte parce que ça va vous permettre de faire des choses que vous feriez pas sans. Genre, «Ah, je vais prendre un chien comme ça va m'obliger à me mettre au footing». Alors c'est vrai que En général, c'est une mauvaise idée. moi, personnellement, il y a 10 ans, je voulais prendre un chien et je voulais prendre un loup tchécoslovaque Ouais, parce que je le trouvais beau et à l'époque, j'étais en contact avec une éducatrice canine ouais, et qui m'a dit: «Ne prends pas ça», parce que j'habitais dans le sud de la France et ouais. elle m'a dit: «Ce n'est pas un chien adapté à ces températures» et Ah! Alors pour le coup, je suis pas d'accord. ah ouais? Non, alors Alors pour le coup, alors peut-être que après c'était par rapport le au husky, parce le qu'après je résul voulais un husky. voilà, Peut-être ça venait du husky. alors après, c'est encore une fois, c'est, aujourd'hui, de toute façon, les températures se réchauffent. Il fait plus chaud partout. Donc c'est vrai Ah que le oui, oui, husky, bon, aujourd'hui, oui. bah, il est plus dans son milieu naturel, hein, puisqu'il est plus en Sibérie, c'est sûr. Mais en vérité, un chien, ça il a un poil qui isole. Donc, l'isolement, il va marcher sur les fortes chaleurs comme sur les fortes, voilà, comme sur le froid, en fait. Les chiens qui sont vraiment pas adaptés aux très grosses chaleurs, c'est surtout les très gros chiens qui ont pas de museau parce que eux, ils vont faire ce qu'on appelle un coup de chaleur ou des arrêts cardiaques ou alors ils vont avoir des gros problèmes respiratoires parce qu'en fait, ils sont trop chauds, ils s'essoufflent. De toute façon, Ils n'arrivent pas à se ventiler. cet été, beaucoup de chiens ont souffert. Oui, bah, parce qu'il fait trop chaud, parce que Voilà. de toute façon, il fait trop chaud, quoi qu'il en soit. Alors pour le coup, pour revenir sur ce que tu as dit, cette éducatrice, hem, je suis pas d'accord parce que le chien loup tchécoslovaque, il craint pas le froid. Ça, il y a pas de problème là-dessus. D'accord. Il peut faire -40, il va se débrouiller, il y a pas de souci. Bon, non, -40, c'est costaud déjà, mais voilà. Par contre, contrairement à beaucoup d'autres chiens, vu qu'il a une structure physique assez légère et qu'il a un museau, vu qu'il est réhybridé avec du loup, qui est plus long, en fait, il a beaucoup moins de problèmes respiratoires que les autres. Donc Oui. en vérité, lui, il va pouvoir se débrouiller. C'est juste que, ben, va apprécier plus c'est sûr qu'il va apprécier les températures plus basses. Mais n'importe quel propriétaire de chien le sait, quand on arrive en automne et que les premières basses températures reviennent, on a un surcroît d'excitation chez nos chiens. Parce que on respire. Voilà, parce que pour eux, c'est dur. Donc pour le coup, l'argument de ne pas prendre un chien loup tchécoslovaque, c'était pas celui-là. C'est ne prends pas un chien loup tchécoslovaque parce que c'est compliqué. Mmh. Parce que c'est à la fois un chien qui a besoin d'énormément de présence, mais qui va pas écouter grand-chose de ce que tu lui dis. Il a besoin que tu sois là, mais pour qu'il t'écoute, va falloir développer des trésors de motivation personnelle. Il va falloir susciter sa motivation à lui. C'est vraiment pas un chien pour débutants. Par contre, c'est un chien qui est hyper rustique. C'est en général jamais malade. Voilà. Ça tient dans tous les environnements. Mais pour obtenir un rappel au pied sur un chien tchécoslovaque, va falloir se lever tôt. Voilà. Ça veut A pas dire que c'est pas possible, mais Après ça veut dire qu'il faut y aller fort. c'est un autre, débat. Un Oui. chien qui va tenir la route, qui est rustique, qui va pas être malade, ça vaut le coup par rapport au tard de certaines races d'aujourd'hui et Oui. ça, je trouve que c'est pas bien que Après d'avoir hybridé des chiens qui ont des tares. alors ça, après c'est les dérives Ouais. du système capitaliste qui veut que quand il y a des choses qui se vendent, ben, on va les vendre même si derrière la qualité ne suit pas. Il y a des dérives là-dessus. Il y a aussi des dérives, esthétiques, hein, très clairement. Je reviens, hem, je reviens, sur le pomsky par exemple parce que Ah oui. je commence à en avoir un peu là en éduc. Et alors le gros problème du pomsky, donc le pomsky c'est une très jeune race et c'est une idée de croisement entre le husky et le loulou de Poméranie. Alors ce qui est rigolo, c'est que sur le papier, c'est pas si bête, parce que sur le papier, c'est 2 chiens qui appartiennent au même groupe, qui est le chien des groupes primitifs. Le loup de Poméranie, c'est un Spitz nain. Donc, dans son potentiel génétique, a priori, il a pas mal d'accointances avec le husky. Mais en vérité, Alors qu'est-ce qui oui, se passe? c'est quoi le problème? Bah, en vérité, c'est que le loup de Poméranie, bon, il est un peu caractériel, hein, c'est pas le plus facile des chiens de salon. Mais son métier, bah, c'est de rester sur un canapé, hein. C'est ça qu'on lui demande à ce tout petit machin là, avec sa tête de gremlins là. Alors que le husky, son métier, c'est l'inverse. C'est d'aller courir, 40 kilomètres par jour avec de la charge
et puis éventuellement d'attraper un lapin qui passe, quoi. Donc c'est l'inverse de rester sur un canapé. Et donc il y en a qui se sont dit: «Oh là là, dis donc, moi j'aimerais bien avoir un husky à la maison, mais comme c'est relou et que j'ai pas envie de sortir tous les jours, je vais mixer ça avec un loulou de Poméranie, ça va me faire un mini husky et un mini husky, c'est super mignon». Sauf que c'est 2 chiens qui ont des objectifs qui sont complètement opposés. Donc quand on les mélange, forcément, on a un chien qui va pas bien. Enfin, qui va pas bien, qui est dans un objectif qui va pas correspondre à ce qu'on veut, puisque ce qu'on veut quand on mélange ce truc-là, c'est d'avoir un loulou de Poméranie qui a une tête de husky. Eh ben non! Parce que si on veut un husky, eh ben on prend un husky, puis on assume. Et puis, si on peut pas assumer un husky, eh ben on prend autre chose. Mmh. Mais on essaie pas d'avoir les 2. Voilà, parce que, bah, du coup, ça va mal marcher. Et c'est pour ça que, eh ben, on en a pas mal en éduc. Parce que du coup, les gens alors, il y a pas que ça comme raison. Il y a une raison, c'est que c'est une race jeune et que les races jeunes, elles sont instables. Prenez par exemple, un croisement qui est dans l'idée un peu plus heureux, qui est le labradoodle. C'est Alors en quoi chou, on ça? fait des doodles de tout. Le doodle, c'est le doodle, alors labradoodle, en fait, c'est la contraction de labrador et poodle. Poodle en anglais, c'est le caniche. Le caniche, il a une caractéristique qui est très intéressante, c'est qu'il est hypoallergénique. Il a une nature de poil qui déclenche pas l'allergie des gens allergiques aux chiens. Ça, c'est très intéressant. Et ensuite, on essaie, de mettre avec les qualités du labrador ou du golden, parce qu'il y a des golden doodle aussi, bien sûr. C'est-à-dire un chien qui est plutôt sympathique, qui a vraiment une bonne tête et en plus, on lui met un poil frisé, ce qui le rend rigolo et cetera et de ça, en fait, on essaye d'en faire des chiens, des chiens d'aveugles, ou enfin des chiens de handicap. Parce que la mission première du chien de handicap, c'est d'être inclusif. C'est-à-dire, il faut que ça rassemble, il faut que ça amène les gens vers la personne qui est atteinte d'un handicap. Il ne faut pas que ça l'isole, ça doit être l'inverse et du coup, bah là, ce croisement-là, il aurait l'avantage de ramener même les gens allergiques aux chiens, puisque le chien est hypoallergénique. Mais ben, autant moi j'en ai croisé qui vont plutôt bien, autant j'en ai croisé qui vont pas bien. Pourquoi? Parce que la race est jeune, donc le caractère n'est pas stable. Et donc, pour qu'une race arrive à quelque chose de stable, il faut du temps et il faut plusieurs générations. Voilà. Bon, eh ben, on te remercie, beaucoup Florent, pour cette histoire, passionnante Ah, bah, j'espère, parce que ça c'était du boulot. et donc on se donne rendez-vous une prochaine fois pour une, prochaine conférence Ouais, qu'on annoncera. ouais, on va pas tarder à faire le calendrier. Voilà, donc on va s'arrêter parce qu'on est à 1h22 C'est pas mal. Ah, on a et fait moins, je pensais qu'on aurait fait plus long, tu vois? Oh, on s'est contenu. voilà. Donc on a aussi, Carole, BZH qui te dit merci et qui dit que c'était super intéressant. Ah bah, c'est très gentil. Donc, restez à l'écoute, de nos réseaux sociaux et pour ceux qui reçoivent notre newsletter, et qui sont venus sur YouTube grâce à la newsletter qui l'annonçait, ben, on annoncera le prochain programme, Ouais. avant que ça se passe. Voilà, donc on a un petit smiley de Ravensteer. On vous dit, bonne soirée, occupez-vous bien de vos animaux parce qu'ils vous le rendent bien. Allez, bonne Et surtout, soirée. nourrissez-les bien. Voilà, aussi, nourrissez-les bien, occupez-les bien, voilà. Allez, on vous dit au revoir, à bientôt. Ciao, Bonsoir tout le ciao. monde et à bientôt!